Et si un simple tampon refusé sur un passeport pouvait faire vaciller l'ordre mondial? Septembre 2025. Sans avertir, les États-Unis décrètent la suspension immédiate de l'immigration depuis le Burkina Faso. En une nuit, plus de 12 000 Burkinabés voient leur avenir s'effondrer, dont 5 300 étudiants dont les rêves atterrissent brutalement sur le bitume des procédures gelées. À l'aéroport de Ouagadougou, des familles serrent des dossiers cabossés, le regard noyé d'angoisse. De Houston à Boston, dans des chambres d'étudiants soudain silencieuses, des jeunes fixent leur téléphone, attendant des réponses qui ne viennent pas. L'incertitude se répand plus vite qu'une rumeur, étouffant la logique sous le poids de l'attente. La colère s'enflamme presque aussitôt. À Washington, des manifestations surgissent devant le Capitole. Pancartes levées, slogans martelés, « Nous sommes humains ». Le cri d'espoir franchit les océans jusqu'à Ouagadougou, jusqu'à Bamako. L'Afrique retient son souffle. Le monde regarde, hésitant entre empathie et calcul. Au-delà du tumulte, une question inquiète s'impose. La migration est-elle devenue une arme de pression? Quand le visa, censé ouvrir les portes du monde, se transforme en outil de punition, que révèle-t-il sur la dignité et le rapport de force entre nations? Pour ceux qui subissent la suspension, il ne s'agit pas d'un simple refus administratif. C'est une vie chamboulée, des droits confisqués, l'espoir d'un avenir meilleur effacé d'un trait. Mais dans ce choc se cache aussi une étincelle, celle d'un sursaut de dignité, d'une volonté de renverser la dépendance, de redéfinir la souveraineté africaine face aux puissances qui dictent les règles. Comprendre cette crise, c'est plonger dans les racines du pouvoir global et mesurer ce que la suspension révèle sur les aspirations profondes d'un continent. Pour saisir la portée de cette décision, il faut remonter aux tensions qui couvaient déjà entre le Burkina Faso et les États-Unis. Quels événements ont mené à ce point de rupture? Comment une simple décision administrative a-t-elle pu bouleverser des milliers de vies en une nuit? C'est pourtant ce qui s'est produit en septembre 2025, lorsque le gouvernement américain a annoncé la suspension, pour une durée de 90 jours, de toute immigration en provenance du Burkina Faso. Officiellement, il s'agissait d'une question de sécurité nationale, mais derrière ces mots, c'est tout un monde qui s'est effondré brutalement. Les étudiants, les familles, toute la diaspora burkinabé, sans oublier les universités américaines, ont basculé dans l'incertitude. Plus de 12 000 ressortissants burkinabés vivant aux États-Unis, parmi lesquels plus de 5 300 étudiants, ont vu leur avenir mis en suspens. Dans les aéroports, des familles serrèrent des dossiers soudain devenus inutiles. Dans les résidences universitaires, le silence remplaçait les rires, alors que l'espoir s'évaporait. Ce choc administratif s'est mué en onde de choc social. Dès l'aube, à Washington, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Capitole. Les pancartes proclamaient « Nous ne sommes pas des dommages collatéraux, nous sommes humains ». Le mouvement, spontané, s'est propagé en ligne, franchissant l'Atlantique pour toucher Ouagadougou, Bamako, Dakar. Des milliers de messages, relayés par les réseaux sociaux, ont amplifié la mobilisation. Les médias africains et américains parlèrent déjà d'un séisme politique, tandis que la solidarité s'organisait sur 2 continents. La diaspora burkinabé a vite pris le devant de la scène. Elle a rappelé son poids, non seulement culturel, mais aussi économique. Chaque année, les transferts de fonds de la diaspora vers le Burkina Faso atteignent plusieurs centaines de millions de dollars, soutenant familles, écoles, hôpitaux et projets locaux. Priver ces personnes de leur statut, c'était fragiliser l'équilibre de régions entières, bien au-delà de simples destins individuels. Face à la crise, la voix du président Ibrahim Traoré s'est élevée. Dans une déclaration à la nation, reprise dans le monde entier, il a dénoncé la mesure américaine comme une punition et un affront à la dignité africaine. Il a accusé l'administration américaine d'hypocrisie, cachant une sanction collective derrière un masque de légalité. Derrière la suspension des visas, l'enjeu était colossal. Effacer les droits, les rêves et l'avenir de milliers de jeunes Africains, tout en mettant à l'épreuve la capacité de mobilisation d'un continent. Chaque jour, la tension montait. La question obsédante planait. Cette crise serait-elle le point de rupture ou le début d'une nouvelle ère de conscience collective? Pourtant,
Alors que la planète spéculait sur les véritables raisons de cette suspension, une révélation inattendue s'apprêtait à faire basculer la crise dans une toute nouvelle dimension. Ce que personne n'avait anticipé, c'est que la fuite d'un document classé secret défense allait bouleverser l'équilibre des forces en présence. En quelques heures, la crise prit une tournure explosive. Et si la suspension des visas n'avait jamais réellement eu pour but la sécurité, mais servait à imposer un contrôle sur les richesses et à exercer une pression politique calculée. Moins d'une semaine après l'annonce officielle, un mémo confidentiel du gouvernement américain est divulgué par la presse internationale. Ce document, explosif, détaille une stratégie assumée. Transformer la politique des visas en une arme pour contraindre le Burkina Faso à céder sur l'or, le pétrole et sur la gestion des flux financiers issus de la diaspora. Washington va bien au-delà d'une simple mesure administrative. Il s'agit d'organiser une offensive financière ciblée. Selon le mémo, les transferts d'argent envoyés chaque année par la diaspora burkinabé, des centaines de millions de dollars, sont considérés comme une source clé de soutien au régime de Traoré. Les restreindre, c'est affaiblir le gouvernement de l'intérieur, sans tirer un seul coup de feu. Derrière la façade des discours sur la sécurité, le document ne laisse planer aucun doute. Employer la politique migratoire pour obtenir des garanties sur les droits énergétiques et miniers. La suspension des visas devient ainsi une arme diplomatique redoutable, assimilée par les experts à une forme de prise d'otage géopolitique. La révélation fait l'effet d'une déflagration. L'indignation fuse sur les plateaux télévisés, dans les rues et sur les réseaux sociaux africains. Des voix dénoncent un néocolonialisme déguisé où l'avenir de milliers de jeunes se retrouve sacrifié sur l'autel des intérêts étrangers. À Ouagadougou, à Bamako, à Abidjan, la contestation s'organise. Les étudiants, les familles, les syndicats brandissent des pancartes. Nos vies ne sont pas à vendre. L'Afrique n'est pas un marché. Pour beaucoup, la suspension confirme que l'Afrique demeure perçue, aux yeux de l'Occident, comme un simple gisement de ressources, jamais comme un égal. Dans cette atmosphère électrique, le président Ibrahim Traoré prend la parole. Il dénonce une prise en otage de la jeunesse africaine, et son message fait rapidement le tour du continent. Sa stature grandit, incarnant une Afrique résolue à ne plus plier devant les injonctions extérieures. Sa popularité explose, dépassant rapidement les frontières du Burkina Faso. Ce sursaut de dignité se propage comme une onde de choc politique. Une solidarité nouvelle émerge. Des collectifs panafricains appellent au boycott des produits américains, des campagnes de soutien pullulent en ligne, et la voix des étudiants burkinabés résonne jusque dans les universités nigérianes et sénégalaises. Face à la crise, l'Union africaine convoque une session extraordinaire. Pour la première fois depuis de longues années, le débat est posé sans détour. Un partenariat est-il possible lorsque l'accès à l'éducation, au travail ou à la liberté de circulation se transforme en instrument de chantage? L'idée d'une riposte concertée, d'une voix africaine unie pour tourner la page du marchandage, gagne du terrain. L'enjeu est immense. Le risque est de voir des millions de citoyens africains réduits à de simples pions dans une négociation globale. Pourtant, cette crise peut aussi être l'opportunité de redéfinir la souveraineté du continent et d'exiger enfin le respect sur la scène mondiale. Mais dans l'ombre, certains acteurs étrangers préparent déjà leur contre-offensive. L'escalade diplomatique s'annonce inévitable, et nul ne sait jusqu'où elle pourra aller. Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mais à quel prix? À peine la suspension annoncée, Moscou et Pékin passent à l'offensive. En moins d'une semaine, la Russie propose des bourses inédites aux jeunes burkinabés, tandis que la Chine offre des milliers de visas de travail et la gratuité dans plusieurs universités publiques. Des délégations débarquent à Ouagadougou. En 2 jours, elles signent des accords de coopération économique, promettent des investissements massifs dans les infrastructures, la technologie et la santé. Des contrats sont négociés à huis clos. Ceux qui rêvaient d'Harvard ou du MIT voient soudain s'ouvrir les portes de Tsinghua, Moscou ou d'Astana et Dubaï, nouveaux pôles d'excellence. L'Est devient la nouvelle terre promise. Les flux financiers, autrefois dirigés vers les États-Unis, changent de sens. Les banques russes et les plateformes chinoises facilitent désormais les transferts d'argent vers le Burkina Faso. Pour les États-Unis, la perte est double. L'influence culturelle,
nourri par des décennies d'accueil d'étudiants africains, s'effrite. Les think tanks s'alarment. Une génération entière pourrait tourner le dos aux rêves américains, entraînant avec elle ses idées, ses réseaux et ses innovations. Le soft power américain vacille. Sur Twitter, Instagram et TikTok, la colère enfle. Un hashtag « Afrique debout » explose, relayé par la diaspora, les artistes et des réseaux panafricains. Les universités africaines ouvrent leurs portes en solidarité, proposant des places d'accueil et des échanges régionaux. Les étudiants forment des collectifs pour soutenir ceux qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Mais derrière ces mobilisations, la crise frappe fort. Les prix du riz et du carburant flambent. Les transferts, qui faisaient vivre des milliers de familles, s'effondrent brutalement. À Ouagadougou, les initiatives locales se multiplient. Distribution de vivres, cours gratuits pour les jeunes abandonnés, collecte de fonds sur les réseaux sociaux. Face à la menace d'un nouveau grand jeu entre puissances, une résistance s'organise. Les leaders africains refusent de servir de simples pions. Ils appellent à un agenda panafricain, autonomie éducative, souveraineté économique et alliance choisie, non subie. Pourtant, le risque demeure. L'Afrique pourrait devenir le centre d'une nouvelle guerre d'influence. Mais cette fois, la jeunesse burkinabé et ses alliés veulent écrire leurs propres règles. Mais alors que la tension atteint son comble, un événement inattendu vient tout bouleverser. Un simple message, diffusé sur les réseaux, va rallumer la flamme de l'espoir. Au cœur de la tourmente, une force nouvelle s'impose, celle de la solidarité forgée par la douleur et l'espoir mêlés. À Ouagadougou, à Bamako, dans chaque ruelle, des élans communautaires s'organisent. Des familles rassemblent ce qu'elles peuvent pour venir en aide aux étudiants bloqués à l'étranger. Des enseignants s'improvisent tuteurs publics, transmettant le savoir aux enfants privés de repères. Les associations, quant à elles, luttent pour garantir une continuité éducative, même quand tout menace de s'effondrer. Dans les rues accablées de chaleur ou détrempées par la pluie, les voix s'élèvent. Chants et slogans se propagent. Mieux vaut la faim que les chaînes. Le refus de l'humiliation devient un mantra national. Les jeunes, jusque-là considérés comme de simples pions dans des luttes géopolitiques, se dressent en acteurs. Leur colère se mue en dignité, leur peur en mobilisation collective. Le président Ibrahim Traoré cristallise cette détermination. Par ses discours, il rallie le Burkina Faso, mais aussi une partie du continent. Il martèle. La souveraineté ne se mendie pas. Elle se conquiert, chaque jour, dans l'unité et la dignité. Son portrait, hissé dans les manifestations, incarne une jeunesse africaine qui refuse d'être marchandée au profit d'intérêts étrangers. Peu à peu, la mobilisation franchit les frontières. Sur les réseaux sociaux du continent, les débats s'enflamment. Dans les universités, une génération s'éveille à la réalité de la domination systémique. Les étudiants exilés échangent avec leurs pairs de Dakar à Abidjan jusqu'à Paris. Ensemble, ils questionnent la justice, réfléchissent à l'urgence de bâtir des modèles de coopération centrés sur les peuples africains. La crise devient une immense salle de classe. Elle enseigne la valeur de la liberté, le prix de l'entraide et le danger du silence. La souveraineté ne se résume plus à l'indépendance politique. Elle s'incarne dans la maîtrise des ressources, la capacité à fixer ses priorités, à refuser d'être réduits à de simples pions sur l'échiquier mondial. Mais l'avenir demeure incertain. Cette solidarité, minée par la pression économique, tiendra-t-elle face à la lassitude? Ou la douleur partagée risque-t-elle d'ouvrir la voie au découragement, voire à la fragmentation? Un choix historique se profile. Transformer la crise en changement durable, ou voir la résilience s'effondrer sous le poids des intérêts extérieurs. Pourtant, au-delà des rues et des réseaux, une autre bataille se joue, celle des consciences et de la narration mondiale. Qui racontera l'histoire? Ce n'est pas la conclusion d'un épisode, mais le point de départ d'un choix collectif. Depuis la suspension soudaine de l'immigration burkinabé par les États-Unis en septembre 2025, un voile s'est déchiré sur nos illusions. Ce qui passait pour une simple mesure administrative s'est révélé être le symptôme d'une lutte plus vaste, celle de la souveraineté, de la dignité
et du droit de décider pour soi-même. Jamais la migration n'a autant cristallisé l'enjeu du futur. Cette suspension n'a pas seulement gelé des dossiers ou brisé des rêves d'études. Elle a mis en lumière une question brûlante. L'Afrique restera-t-elle un pion dans le jeu mondial ou deviendra-t-elle enfin actrice de son destin? Bien plus qu'une crise humanitaire, ce choc a réveillé les consciences. Des familles déchirées, des étudiants privés d'avenir, mais surtout, un continent sommé de répondre. Le risque aujourd'hui serait de se réfugier dans la résignation, de laisser l'émotion s'effriter et de sombrer, une fois encore, dans l'indifférence globale. Pourtant, une alternative s'impose. À Ouagadougou, à Bamako, à Washington, les voix s'élèvent pour rappeler que la dignité ne se négocie jamais. L'injustice flagrante a réveillé un sursaut panafricain. Ce n'est pas à d'autres d'écrire notre histoire. Notre jeunesse, nos ressources ne sont pas des marchandises à troquer. Le défi s'annonce colossal. Le monde observe. L'indignation africaine sera-t-elle un feu de paille ou le début d'une ère nouvelle? Les choix collectifs qui émergent aujourd'hui pèseront sur la réputation, l'économie, l'éducation, la gestion des ressources et le futur d'un continent tout entier. Nous sommes à la croisée des chemins. Resterons-nous spectateurs ou deviendrons-nous les auteurs d'un nouveau récit? Ce récit s'écrira par le débat, la solidarité et l'engagement de chacun. Rien n'est acquis. La tentation de l'oubli guette, mais une occasion historique s'offre à nous, ici et maintenant. Alors, la vraie question dérange. Voulons-nous être définis par le regard des autres, ou choisissons-nous, ensemble, d'être maîtres de notre futur? Il vous revient de transmettre ce message, d'en débattre, de vous engager. Car le destin de l'Afrique ne se joue pas derrière des portes closes, mais dans la volonté de son peuple. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est l'aube d'une décision commune. Mais au-delà de ces faits, pour bien comprendre l'impact de cette crise, il nous faut examiner des exemples concrets, des parallèles historiques, et imaginer des scénarios possibles, tout en proposant des pistes d'action. Prenons un exemple similaire. En 2017, l'administration américaine avait décidé d'interdire l'entrée de ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane. Cette décision, connue sous le nom de Travel Ban, avait provoqué un tollé mondial. Des familles avaient été séparées, des étudiants empêchés de rejoindre leurs universités, et de nombreux projets de vie avaient été brisés. Là aussi, la société civile s'était mobilisée, des avocats s'étaient précipités dans les aéroports pour défendre les droits des voyageurs, et des manifestations massives avaient eu lieu à travers le pays. De la même manière, la suspension des visas pour le Burkina Faso est bien plus qu'une simple mesure administrative. Elle s'inscrit dans une longue histoire d'instrumentalisation des politiques migratoires à des fins politiques. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique utilisaient déjà les échanges universitaires, les bourses et les restrictions de visa pour attirer ou punir les élites étrangères. En Afrique du Sud, pendant l'apartheid, de nombreux pays avaient suspendu ou limité les échanges universitaires pour faire pression sur le régime. Ces mesures avaient un impact réel sur la société civile, les familles et les trajectoires individuelles. Imaginons maintenant un scénario dans lequel la suspension se prolonge au-delà des 90 jours annoncés. Des milliers d'étudiants burkinabés, déjà intégrés dans des cursus en médecine, ingénierie ou sciences sociales aux États-Unis, voient leur visa expirer. Incapables de poursuivre leurs études, ils se retrouvent à la croisée des chemins. Certains tentent de rejoindre le Canada ou l'Europe, où les démarches s'avèrent tout aussi complexes. D'autres rentrent au Burkina Faso, confrontés à des perspectives d'emploi limitées et à l'incompréhension de leurs proches. Les universités américaines, privées de cette richesse de talents, voient leur programme de diversité s'appauvrir. Le rayonnement académique et scientifique du pays en pâtit. Au-delà de la sphère académique, l'impact économique est tout aussi dramatique. Chaque mois, les transferts de fonds de la diaspora burkinabé représentent une bouée de sauvetage pour des milliers de familles. Sans ces ressources, des écoles ferment, des projets agricoles sont abandonnés, des hôpitaux manquent de médicaments essentiels. Les commerçants de Ouagadougou,
qui dépendent des achats financés par l'argent envoyé de l'étranger, voient leur activité s'effondrer. Les enfants arrêtent l'école faute de moyens. La pauvreté s'accentue, la colère gronde. Face à ce tableau, quelles réponses pratiques peuvent être apportées? Premièrement, la société civile doit s'organiser pour documenter, médiatiser et internationaliser les conséquences humaines de la suspension. Des campagnes de sensibilisation peuvent être menées auprès des médias internationaux, des universités partenaires et des organisations humanitaires. Créer des plateformes de témoignages, recueillir les récits des étudiants, des familles et des travailleurs touchés permet de donner un visage humain à la crise et de contrer les discours officiels déshumanisants. Deuxièmement, il est essentiel de renforcer la solidarité régionale. Les universités africaines, en particulier, peuvent lancer des programmes d'accueil temporaires pour les étudiants expulsés ou bloqués. Par exemple, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université de Lomé ou celle d'Abidjan pourraient mettre en place des bourses d'urgence, des cursus accélérés ou des passerelles d'intégration. Les gouvernements d'Afrique de l'Ouest, réunis au sein de la CEDEAO, peuvent négocier collectivement avec les États-Unis ou d'autres partenaires pour la réouverture des procédures ou, à défaut, obtenir un soutien financier et logistique à l'accueil des étudiants rapatriés. Troisièmement, il est stratégique d'investir dans l'autonomisation économique et éducative. À l'image des pays d'Asie du Sud-Est qui, dans les années 90, avaient misé sur la formation locale pour réduire leur dépendance aux universités occidentales, le Burkina Faso et ses voisins peuvent renforcer leur propre filière d'excellence. Cela implique de soutenir la recherche, d'encourager les partenariats interafricains et d'investir dans le numérique pour offrir des formations à distance accessibles à tous. Les diasporas, souvent riches de compétences et de réseaux, peuvent jouer un rôle clé en partageant leur expérience, en finançant des incubateurs et en mentorant les jeunes sur place. En parallèle, il faut s'inspirer de l'exemple du Maroc, qui a su développer des universités internationales et accueillir des étudiants de toute l'Afrique, devenant ainsi un pôle régional incontournable. Cette stratégie permet non seulement de retenir les talents, mais aussi de renforcer l'intégration continentale et de peser davantage dans les négociations internationales. Du point de vue diplomatique, la crise actuelle offre à l'Union africaine une opportunité de poser les bases d'une doctrine commune sur la mobilité et la souveraineté. En élaborant une charte panafricaine de la migration, les États africains peuvent exiger le respect de leurs citoyens à l'étranger, conditionner l'accès aux ressources à des partenariats équitables et mettre en place des mécanismes de rétorsion coordonnés en cas de sanctions unilatérales jugées inéquitables. Une telle charte pourrait s'inspirer de la Convention de Kampala sur la protection des personnes déplacées, mais étendue aux questions de migration internationale et de mobilité des talents. Par ailleurs, la société civile internationale a un rôle à jouer. Les universités américaines, qui se disent souvent engagées pour l'inclusion et la diversité, peuvent exercer une pression sur leur gouvernement. Des coalitions d'universitaires, d'étudiants et d'intellectuels peuvent lancer des pétitions, organiser des conférences, boycotter certains programmes ou soutenir publiquement leurs collègues burkinabés. L'engagement des ONG, des fondations philanthropiques et des personnalités influentes peut également contribuer à faire évoluer le rapport de force. Historiquement, il existe des précédents où la mobilisation internationale a permis de faire plier des gouvernements intransigeants. Lors de la crise des étudiants africains en Ukraine en 2022, la pression des médias et des réseaux sociaux avait poussé l'Union européenne à adapter ses dispositifs d'accueil. De même, dans les années 60, le boycott universitaire contre l'Afrique du Sud de l'apartheid avait joué un rôle clé dans l'isolement du régime. Enfin, il est crucial d'ouvrir le débat sur la diversification des partenariats internationaux. L'accueil proposé par la Russie et la Chine n'est pas sans arrière-pensée. Pour éviter de tomber dans une dépendance de substitution, les États africains doivent élaborer des stratégies de négociation, conditionner les accords à des transferts de technologies, à la création d'emplois locaux et à la transparence des contrats. La société civile doit rester vigilante et exiger un suivi citoyen des engagements pris par les nouveaux partenaires. Pour illustrer cette vigilance, prenons le cas du Botswana, qui a su, lors de la renégociation de ses contrats miniers avec De Beers, imposer des clauses de formation locale et de transfert de compétences.
Cette stratégie a permis au pays de développer sa propre industrie et de ne plus dépendre uniquement des capitaux étrangers. En résumé, la suspension des visas n'est pas une fatalité. Elle doit être comprise comme un signal d'alarme, un appel à la mobilisation collective et à la transformation profonde des rapports de force. Face à la tentation de l'isolement ou du repli, il existe des alternatives concrètes: organisation citoyenne, renforcement des solidarités régionales, investissement dans l'éducation locale, diversification des partenariats et élaboration d'une diplomatie panafricaine ambitieuse. Mais au-delà de la stratégie immédiate, cette crise pose une question de fond. Quel modèle de coopération voulons-nous bâtir pour le XXIe siècle? Voulons-nous rester prisonniers d'une logique de dépendance et de chantage, ou inventer de nouvelles formes de partenariats basées sur la dignité, l'équité et la co-construction? Chaque citoyen, chaque étudiant, chaque famille a un rôle à jouer. S'informer, témoigner, débattre, soutenir les initiatives locales, interpeller les décideurs, participer à la vie associative ou universitaire. Autant de gestes qui, mis bout à bout, dessinent un autre avenir. La crise des visas, loin d'être une simple parenthèse, peut devenir le catalyseur d'une révolution silencieuse. En refusant la résignation, en réaffirmant la dignité et la souveraineté, le Burkina Faso, soutenu par ses voisins et alliés, peut transformer une épreuve en levier de renaissance. Le monde observe. L'histoire s'écrit maintenant, à la croisée de la douleur et de l'espérance. Il ne tient qu'à nous de choisir la voie de la solidarité, de l'innovation et de la dignité. Car au bout du compte, ce ne sont pas les tampons sur les passeports qui décident du destin d'un peuple, mais sa capacité à se lever, à s'organiser et à écrire, jour après jour, son propre récit. À vous de jouer. Ouvrez le débat, partagez les témoignages, inventez l'avenir. Le changement commence ici, maintenant, ensemble.